En janvier 1944, le train s'arrêta à la gare de Norfolk, transportant une cargaison inimaginable quelques années plus tôt. Lorsque les portes s'ouvrirent, des centaines de prisonniers de guerre allemands posèrent le pied sur le sol américain pour la première fois, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ce n'étaient pas des wagons à bestiaux comme ceux qu'ils connaissaient en Allemagne. C'étaient des voitures Pullman luxueuses, avec des sièges rembourrés et des porteurs en uniforme servant des sandwichs et du café. Un prisonnier, Reinhold Pell, se rappellera plus tard. Quand le porteur noir est passé avec du café et des sandwichs et nous les a offerts comme si nous étions des êtres humains, la plupart d'entre nous ont oublié ces sentiments anti-américains qui s'étaient accumulés. Mais ce qui suivit allait briser tout ce que ces soldats pensaient savoir sur l'Amérique. Pendant des mois, la propagande nazie leur avait assuré que les États-Unis étaient une nation en ruine, bombardée à plat, son peuple affamé, son industrie détruite. Ils s'attendaient à trouver un pays brisé. Au lieu de cela, ils découvrirent la machine industrielle la plus puissante que le monde ait jamais vue. L'année 1943 vit le corps d'Afrique tant vanté du général Erwin Rommel, vaincu dans le désert nord-africain. Plus de 130 000 soldats allemands se retrouvèrent prisonniers de guerre, faisant partie de ce qui deviendrait la plus grande population de prisonniers jamais détenus sur le sol américain. Ce n'étaient pas de simples conscrits. Beaucoup étaient des troupes d'élite des divisions Panzer de Rommel, des vétérans endurcis qui avaient balayé la France et terrorisé les Britanniques dans le désert occidental. Traités dans des camps à Casablanca, Oran et Alger, ils portaient en eux la certitude absolue de la victoire allemande. Après tout, ne leur avait-on pas dit que New York était en ruine? Le ministère de la propagande de Goebbels ne leur avait-il pas assuré que l'industrie américaine était paralysée, que la machine de guerre yankee n'était que fumée et miroir? Le moment décisif ne vint pas sur un champ de bataille, mais sur un quai de gare. Tandis que les Liberty Ships transportaient ces prisonniers à travers l'Atlantique, ces mêmes Liberty Ships, qui représentaient le miracle industriel américain de produire 5000 navires de charge en seulement 4 ans. Les Allemands risquaient d'être coulés par leur propre U-boot. L'ironie leur échappa à l'époque, mais ce fut le voyage en train qui porta le premier choc à leur vision du monde. Le sergent Hans Wacker, vétéran du corps d'Afrique, n'oublierait jamais le moment où il monta dans cette voiture Pullman. En Allemagne, les soldats voyageaient dans des wagons à bestiaux froids et bondés, sans aucun confort. Désormais, des gardes américains leur ordonnaient de s'asseoir sur des sièges rembourrés et même de laisser des places vides entre eux pour éviter la promiscuité. Le luxe pur était incompréhensible. Pour saisir l'ampleur de ce que ces prisonniers découvrirent, il faut d'abord comprendre ce qu'ils avaient laissé derrière eux. L'Allemagne de 1943 était une nation ployant sous le poids de la guerre totale. La nourriture était rare, les ressources s'épuisaient, et la capacité industrielle qui avait autrefois paru si puissante commençait à craquer sous les campagnes de bombardements alliés. Les soldats allemands devenus prisonniers avaient été nourris d'une propagande nazie constante sur la faiblesse américaine. Le ministère de Joseph Goebbels avait passé des années à forger l'image d'une Amérique molle décadente, peuplée de minorités raciales et dirigée par des conspirateurs juifs. Les États-Unis, leur disait-on, manquaient de volonté et de capacité industrielle pour une guerre prolongée. Les premiers prisonniers allemands arrivés en Amérique en 1942 conservaient intacts ces préjugés. Ils s'attendaient à des camps ressemblant aux installations allemandes pour prisonniers, durs, brutaux, conçus pour briser l'esprit. Ils anticipaient des rations de famine, du travail forcé dans des conditions dangereuses, un traitement reflétant les réalités cruelles qu'ils avaient vues sur le front de l'Est. Au lieu de cela, ils trouvèrent quelque chose qui défiait tout ce qu'on leur avait enseigné sur leur ennemi. Le voyage à travers l'Amérique devint une révélation qu'aucune propagande nazie ne pouvait expliquer. Tandis que leur train traversait le cœur du pays, les prisonniers allemands collaient leur visage aux fenêtres et virent quelque chose qui défiait l'entendement. Une nation non seulement intacte face à la guerre, mais prospérant au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Ils virent des villes épargnées par les bombes, leurs horizons scintillant au loin. Ils observèrent des complexes industriels, s'étendant sur des kilomètres, des cheminées crachant la preuve d'une production ininterrompue. Le plus choquant, une campagne abondante en nourriture alors que leur patrie faisait face à des pénuries de plus en plus désespérées. Ce n'était pas seulement l'échelle qui les stupéfiait, c'était la qualité. Les gardes américains mangeaient les mêmes rations que les prisonniers. Et ces rations étaient meilleures
que ce que beaucoup d'Allemands avaient connu même avant la guerre. Un prisonnier écrivit plus tard chez lui « Quand j'ai été capturé, je pesais 58 kilos. Après 2 ans comme prisonnier américain, je pesais 84 kilos. J'étais devenu si gros qu'on ne voyait plus mes yeux. » Beaucoup de prisonniers furent affectés au travail dans des usines et fermes américaines dans le cadre de l'effort de guerre, un programme employant des dizaines de milliers de prisonniers à travers le pays. Ce qu'ils y découvrirent brisa leur compréhension de la capacité industrielle américaine. Ils travaillaient aux côtés de civils américains dans des usines fonctionnant avec une efficacité et une échelle qui éclipsaient tout ce qui existait en Allemagne. Ils virent des chaînes de montage produire des avions, des véhicules et des armes à des rythmes qui semblaient impossibles. L'impact psychologique fut profond. David Rathbun, qui travailla avec des prisonniers allemands sur la ferme familiale au Dakota du Sud, se souvenait des premiers prisonniers comme d'un groupe vraiment arrogant venu de l'élite du corps d'Afrique de Rommel. Capturés en Afrique du Nord en 1943, avant que la fortune allemande ne bascule vraiment, ils refusaient de croire ce que les Américains leur disaient sur l'avancée de la guerre. Certains affirmaient même que New York avait été rasé, rejetant les preuves contraires comme de la propagande américaine. Mais la réalité finit par l'emporter sur la propagande. À mesure que ces prisonniers vivaient et travaillaient en Amérique, leurs certitudes s'effritèrent. Ils ne voyaient pas de la propagande. Ils vivaient la vérité de la suprématie industrielle américaine. La transformation des prisonniers allemands, de croyants en la propagande nazie à témoins de la puissance industrielle américaine, créa une solution inattendue à un problème qui définirait le monde d'après-guerre. Comment reconstruire une Allemagne démocratique? La réponse ne vint pas de négociations diplomatiques ou d'occupations militaires, mais de l'expérience vécue de 425 000 soldats allemands qui avaient vu la démocratie et le capitalisme américain en action. Ces hommes rentrèrent en Allemagne non comme des ennemis vaincus, mais comme des témoins d'une autre façon d'organiser la société. Theodor Ginz, ancien prisonnier ayant travaillé dans des fermes du Dakota du Sud, réfléchira plus tard à l'éducation démocratique qu'il avait reçue comme prisonnier. Les gens en ville faisaient grève parce que le prix des salopettes avait augmenté de quelques cents. Cela nous semblait impensable que les ouvriers fassent grève, et j'ai réalisé que cela n'était possible que dans une démocratie. Le programme américain pour prisonniers de guerre, guidé par la Convention de Genève et une compréhension stratégique de la réciprocité, devint un exercice involontaire de construction démocratique. Les prisonniers suivaient des cours dans des universités américaines, étudiant finalement dans 103 institutions différentes. Ils publiaient leurs propres journaux, montaient des productions théâtrales et participaient à des sociétés de débat. Plus important encore, ils vivaient au quotidien dans une démocratie fonctionnelle. Cette éducation allait au-delà de l'apprentissage formel. Des officiers allemands habitués à des hiérarchies rigides se retrouvaient à saluer des officiers américains comme des égaux, conformément aux exigences de la Convention de Genève. Ils voyaient des gardes américains les traiter avec dignité et respect, même lorsque ces gardes venaient de milieux minoritaires que l'idéologie nazie leur avait appris à mépriser. L'éducation industrielle fut tout aussi puissante. Les prisonniers allemands, travaillant dans des usines américaines, ne voyaient pas seulement la production de masse. Ils assistaient au mariage de la démocratie et de l'efficacité industrielle. Ils voyaient en des ouvriers libres de s'organiser, de faire grève, d'exprimer des plaintes, tout en produisant à des niveaux qui éclipsaient tout ce réalisé sous la régimentation nazie. L'histoire des prisonniers allemands en Amérique révèle des vérités inconfortables sur les deux nations. Si le traitement américain des prisonniers fut généralement exemplaire selon les normes de la Convention de Genève, il mettait en lumière des contradictions criantes dans la société américaine. Les prisonniers allemands notaient souvent l'ironie qu'ils pouvaient manger dans des restaurants et utiliser des installations interdites aux citoyens afro-américains. Certains prisonniers nazis utilisaient cette hypocrisie pour se moquer des prétentions américaines à combattre pour la démocratie et la liberté. À la fin de la guerre, l'Amérique avait accompli l'impossible. Elle avait produit plus de 5000 navires de charge, avec 4 navires lancés chaque jour au pic de la production. Elle avait construit 124 porte-avions, alors qu'elle n'en comptait que 8 au début de la guerre, 200 000 avions de combat, sortir des chaînes de montage aux côtés de 100 000 avions de soutien, 100 000 véhicules blindés et 2,5 millions de camions de toute taille émergèrent d'usines construites en quelques mois. Les prisonniers allemands furent témoins directs de ce miracle industriel.
Ils travaillèrent dans les usines qui produisirent ces armes. Ils chargèrent les navires qui transportèrent les approvisionnements vers l'Europe. Ils récoltèrent la nourriture qui nourrit à la fois les soldats américains et les prisonniers. Le plus important, ils virent que cette production incroyable n'était pas obtenue par le travail esclave ou la coercition brutale, mais par l'effort organisé de citoyens libres, œuvrant pour un objectif commun. Quand le dernier prisonnier allemand fut rapatrié en 1946, il rentra dans une patrie en ruine. Les villes étaient rasées par les bombardements alliés. L'industrie était détruite et des millions d'Allemands affrontèrent la famine. Le contraste avec l'Amérique qu'ils venaient de quitter ne pouvait être plus saisissant. Les 425 000 prisonniers allemands qui avaient vu la puissance industrielle américaine et la liberté démocratique devinrent les fondations sur lesquelles fut bâtie la démocratie allemande d'après-guerre. Leur expérience de la générosité et de la prospérité américaine aida à créer un soutien public pour le plan Marshall, le programme massif d'aide qui reconstruisit l'Europe occidentale. Ils étaient arrivés comme des ennemis, convaincus par la propagande que l'Amérique était faible et divisée. Ils repartirent comme des témoins de la vérité. Les sociétés démocratiques, malgré leurs défauts et contradictions, possédaient une capacité industrielle et organisationnelle qu'aucun régime autoritaire ne pouvait égaler. En fin de compte, la plus grande arme dans l'arsenal américain n'était ni ses usines, ni ses navires, ni ses avions. C'était le simple pouvoir de laisser ses ennemis voir la vérité. Les prisonniers allemands avaient d'abord moqué l'Amérique, certains que la propagande nazie avait révélé la faiblesse de leur ennemi démocratique. Mais en assistant à la réalité de la puissance industrielle américaine, mariée à la liberté démocratique, ils découvrirent quelque chose de plus puissant qu'aucune division Wehrmacht ou escadrille Luftwaffe, la force irrésistible d'une société libre en guerre. Les trains qui les transportèrent à travers l'Amérique ne transportaient pas seulement des prisonniers, ils portaient les graines de la démocratie d'après-guerre.